Il est 8h30. Bretagne 5, l'invité de la matinale, avec la boulangerie-pâtisserie d'Élise des Anges à Pommerais. Et ce matin, notre invité dans la matinale est Mathieu Guillard. Il est président du Parti breton. Il est venu jusqu'à nous dans le studio de la matinale. Je l'en remercie. Bonjour. Bonjour et merci à vous. Alors on va parler de politique, je le disais tout à l'heure en commençant, et on va parler évidemment des élections régionales, mais j'aurais voulu parler des langues de Bretagne dont on parle beaucoup, et je sais que le Parti breton y est attaché. Hier, il y avait un rassemblement devant le Parlement à Rennes. Vous y étiez ? Oui, tout à fait. Alors d'abord, je voudrais vous remercier de m'accueillir. Je viens en tant que tête de liste départementale Ille-et-Vilaine pour les régionales, pour la liste Bretagne responsable. Je tiens à excuser Joannick Martin qui n'a pas pu venir pour l'interview, car il a une bonne raison, il est papa depuis 2 heures. Là. Ah, voilà. Donc voilà, alors on le félicite en direct à l'antenne. Bah, merci pour lui. Donc effectivement, nous étions hier à Rennes, sur les marches du Parlement de Bretagne, donc avec différents acteurs des langues régionales en Bretagne. Paul Molac était là aussi. Nous soutenons évidemment cette loi qui est une bonne loi, qui est une bonne chose, qui permet de déminer un certain nombre d'obstacles et d'écueils et de freins que les Jacobins ont mis sur la route des langues régionales. Donc avec cette loi, par exemple, on peut utiliser le n-tilde, un tribunal ne peut plus s'opposer à un panneau bilingue, car c'était le cas en 2021 en France, au XXIe siècle. Il y a donc un maire indélicat ne peut plus s'abstenir de payer le forfait scolaire à Diwan. On acte le principe de l'immersion linguistique, qui est la méthode, la manière la plus efficace, etc., etc. Donc c'est une loi qui démine pas mal de choses. Ce n'est pas une loi qui permet de mettre en place une véritable politique linguistique avec le budget qui va avec. Ça, c'est une volonté politique au niveau de la région qui le fera, qui n'est, à notre avis, pas le cas aujourd'hui de la part de Loïc Chenet-Girard. Et pourtant, il y a eu une part de volontarisme quand même autour des langues de Bretagne. Alors, il y a eu du volontarisme, il y a beaucoup de volontarisme affiché par un certain nombre de personnes, parce qu'on est à 2 mois et demi des régionales, mais il faut regarder aussi ce qui s'est fait ces dernières années. Le volontarisme, je pense qu'il a été du côté de Paul Molac et de tous les acteurs qui ont été autour de lui dans ce travail parlementaire, qui a été remarquable parce qu'il a dépensé énormément d'énergie et de temps pour réussir à mettre en place cette loi. Alors, des députés ont fait un recours au Conseil constitutionnel, 60 députés en marche. Une partie d'ailleurs était des députés qui avaient voté cette loi. Et il y en avait 10 sur les 60. C'est très surprenant, et des spécialistes du droit constitutionnel indique que c'est un cas unique dans toute l'histoire parlementaire française, apparemment. Donc c'est assez incompréhensible. Je crois qu'il y a une expression pour ça, on appelle ça des députés godillots. Donc si vous voulez, c'est une loi, c'est une loi qui devra ensuite faire l'objet de décrets d'application. Et là aussi, on sait qu'il y a des lois qui n'ont jamais eu de décret d'application. Donc il reste encore beaucoup de chemin, mais c'est très bien que cette loi existe, et il faut absolument la défendre. Elle va permettre de souffler aux acteurs de terrain qui dépensent tant d'énergie et tant de temps en permanence pour maintenir nos langues régionales et pour les faire progresser. La présidente de Diwan ne prend pas souvent la parole, mais elle l'a prise hier sur les marches du Parlement de Bretagne, et elle a exprimé son ras-le-bol, tout simplement, d'être baladé entre différents services administratifs. On leur dit une chose, on fait l'inverse, etc. Il y a des écoles qui devraient être sous contrat avec l'État parce que c'est la loi, et qui ne le sont pas, comme à Saint-Herblain par exemple. Donc tout cela est pénible, et cette loi Molac, elle permettra probablement de mettre fin à tous ces écueils et tous ces freins. J'ai posé la question à Paul Molac, qui était notre invité hier dans la matinale. Qu'est-ce qui fait peur au niveau des langues régionales? Alors on va se limiter, nous, aux bretons et aux gallo, mais qu'est-ce qui fait peur finalement? Écoutez, moi je pense pas que ce soit de la peur en fait. Beaucoup effectivement de commentateurs ont dit, mais de quoi ont-ils peur? Je pense pas que ce soit de la peur. D'ailleurs, les langues régionales ne les font pas peur à ces députés jacobins. Je pense qu'ils ont une réaction d'intolérance. Je pense qu'ils détestent les langues régionales en fait. Et quand on regarde la transcription des débats parlementaires,
ça vole quand même très bas. Et puis on voit qu'il y a des vieilles idées qui datent de 100 ans sur les langues, qui sont complètement dépassées et réfutées par la science, tout simplement. Écoutez, il y a deux raisons pour lesquelles cette loi pourrait être déclarée inconstitutionnelle. D'abord, que cette loi oblige un enseignement des langues régionales. Ça tombe bien, la loi n'oblige personne à apprendre une langue régionale. Deuxièmement, ce serait que l'enseignement des langues régionales se fasse au détriment des autres matières, en particulier du socle commun et du français. Ça tombe bien, toutes les études et les résultats aux examens montrent que les bilingues ont un meilleur niveau en français que les monolingues. Donc il n'y a aucune raison que le Conseil constitutionnel aille contre cette loi, et donc maintenant on ne peut que s'en remettre à la sagesse du Conseil constitutionnel. Voilà. Alors on va parler d'un autre grand sujet breton qui touche aussi la Loire-Atlantique du coup, puisque c'est la réunification de la Bretagne. Là aussi je ne vais pas vous demander si vous êtes pour ou contre, je connais déjà la réponse, mais là aussi on a l'impression qu'on touche du doigt cette réunification et qu'au moment où on touche du doigt, bien ça s'éloigne. Oui, alors effectivement, alors vous avez raison de dire que donc on est pour, je dirais même qu'on est la liste Bretagne responsable met la réunification au cœur de son projet. Ça avance. Beaucoup d'acteurs voient l'intérêt et montrent l'intérêt de la réunification. À 5, nous serons plus forts. Alors nous, au Parti breton et à la liste Bretagne responsable, que le Parti breton soutient, on pense que la réunification, elle doit s'inscrire dans une réforme institutionnelle, en fait. C'est une question institutionnelle. Les seuls qui bloquent, finalement, c'est un certain nombre de politiques qui n'ont pas intérêt à ce que ça bouge. Parce que eux, ils ont une carrière, ils veulent monter dans l'organigramme du siège parisien de leur parti, et ça les gêne. Mais en fait, quand on discute avec les acteurs économiques, les acteurs associatifs, voilà, la réunification, c'est pas seulement une question culturelle ou historique. J'entendais Claire Desmarres parler de la réunification surtout sous cet aspect-là. Je pense que c'est assez réducteur. C'est aussi une question économique et sociale, en fait. Ça concerne toute la société. Qui est candidate Europe Écologie Les Verts. Hein, tout à fait. Et rassemblement de la gauche aussi. Oui, voilà, donc avec une alliance au deuxième tour avec le Parti socialiste, hein, qui, selon elle, a déjà été bien en bonne négociation. Alors justement, on va en parler. Alors je voulais juste finir sur le fait pour nous, la réunification s'inscrit dans une réforme plus globale de l'Assemblée unique. On a une région et même une région et demie plus 5 conseillers départementaux. Il faut qu'on ait une collectivité unique, et dans ce cadre-là, on aura une loi qui permettra de mettre en place la réunification. C'est tout à fait possible. C'est ce qui s'est fait avec la réforme territoriale en 2014, notamment avec la réunification de la Normandie. Ça s'est passé très bien. Et donc on peut faire la même chose. On a aujourd'hui une collectivité unique qui se met en place en Alsace, et on pense que ce sera beaucoup plus efficace. Ça coûtera aussi moins d'argent public, ce sera plus proche du terrain. Donc faisons-la. Nous, à Bretagne Responsable, nous poussons pour cette réforme institutionnelle, cette grande réforme institutionnelle. Alors justement, on va parler de votre programme. Alors on ne pourra pas tout détailler, 20 minutes ça passe très vite, mais en termes de territoire, justement, vous faisiez allusion à cette Assemblée de Bretagne. Est-ce qu'il est temps de rééquilibrer, j'allais dire, la gestion des territoires? Aujourd'hui, on a un Centre-Bretagne qui a du mal à émerger, j'allais dire. On a de grandes métropoles, on pense à Rennes, Brest, alors Nantes pour le coup. Est-ce que là aussi, il va falloir travailler sur ce rééquilibre? Alors, vous avez tout à fait raison de poser cette question, parce que c'est une question qui est justement totalement liée à la réunification. La réunification qui est de plus en plus populaire, et on a une personne qui est sur notre liste d'ailleurs qui a réalisé une carte de Bretagne des mairies qui arborent le Gouenadu. C'est Étienne au cœur de Braise. Voilà, qu'on voit beaucoup sur les réseaux sociaux. Exactement. Montrer cette carte. Et qui est passé dans les médias avec cette carte, et c'est très sympathique, et donc la réunification, c'est ça aussi, c'est beaucoup de plaisir et beaucoup de joie, en fait, pour toute la Bretagne. Alors après, il y a une question d'aménagement du territoire, et c'est vrai qu'il y a une préoccupation d'une partie de la population de l'ouest de la Bretagne qui a peur d'être un peu mis de côté par rapport à un axe qui serait un axe Rennes-Nantes. Ils ont tout à fait raison. Alors la métropolisation de Rennes et Nantes doit être freinée
Et c'est pour ça que pour les municipales, on était contre Nathalie Appéré, parce que elle, son modèle, c'est de faire de Rennes un petit Paris finalement, et ça l'intéresse pas ce qu'il y a autour. Donc on va assécher le territoire. Il faut surtout pas aller vers ça. Il faut avoir un territoire équilibré, et évidemment que la réunification que je mets dans un cadre plus global de collectivité unique, ça devra se faire avec un bon équilibrage entre l'Est et l'Ouest, entre le Nord et le Sud aussi. Il y a plusieurs dimensions sur le territoire breton, et il faut bien sûr que tout le monde s'y retrouve. Et comment équilibrer ces territoires, par exemple, une fois la réunification effective, par exemple, quelle sera la capitale administrative de la Bretagne? Voilà, ce sont des questions un petit peu pratiques qui peuvent faire sourire finalement, mais qui sont importantes. Oui, parce que je souris parce que c'est la question qui revient systématiquement, la question de la capitale. Alors la capitale, alors chacun il va un petit peu de sa ville, etc. Écoutez, nous on pense qu'il faut avoir une vision peut-être un peu innovante et sortir un petit peu du schéma franco-parisien. Vous savez, il y a plein de régions et de pays dans le monde qui ont plusieurs capitales. Je peux même vous citer un État, l'Afrique du Sud, qui en a 4. Donc on n'est pas obligé de tout mettre au même endroit. Donc on peut très bien imaginer que Rennes et Nantes, mais aussi Vannes, Quimper, Saint-Brieuc ou Brest, aient une partie des fonctions dans une Bretagne décentralisée. On n'est pas obligé de reproduire le modèle jacobin centralisateur français au niveau de la Bretagne. Et c'est tout un aménagement. Et ce qu'il faut aussi, c'est avoir une méthode, c'est-à-dire mettre tous les acteurs autour de la table, que tout le monde s'y retrouve. Je crois que les Bretons ont cette capacité. Ils ont déjà montré qu'ils pouvaient avancer collectivement, même si on n'est pas d'accord sur tout, on peut faire des compromis. On l'a vu avec la loi Molac, c'était très transpartisan finalement. Oui, c'était très transpartisan, ça n'a pas du tout suivi les partis politiques, en fait, l'appartenance aux partis politiques. En fait, la ligne de fracture, elle est plus au niveau géographique, c'est-à-dire que quand on regarde une carte des votes, et pour ou contre la loi Molac, et au niveau du recours aussi, on voit que les députés les plus concernés dans les territoires qui ont des langues régionales, ils ont tous voté pour, quel que soit le parti. C'est bien normal, personne n'aurait compris qu'un député breton vote contre. Ceux qui ont voté contre, c'est beaucoup en Île-de-France et dans le centre de la France, en fait. C'est-à-dire des gens qui sont a priori moins concernés et qui ne veulent pas qu'on parle breton en Bretagne, par exemple, ou qu'on parle basque au Pays Basque ou gallo, etc. Donc la ligne de fracture, elle est géographique en réalité. Alors on va parler de ces élections régionales qui vont avoir lieu. Alors si tout se passe bien, a priori, il ne devrait pas avoir de changement les 20 et 27 juin. J'allais presque dire que les grandes manœuvres avaient commencé, les partis politiques se sont mis en marche, il n'y a pas de jeu de mots là non plus. On voit qu'on part un petit peu en ordre dispersé. On a vu cette scission au sein de la région Bretagne où le président Loïc Chenet-Girard part sous la bannière socialiste. Le premier vice-président Thierry Burlot a choisi l'étendard LREM. On a l'impression d'une fracture du paysage breton. On n'était pas habitué à ça. Oui. C'est vrai qu'on a du mal à y retrouver ses petits, j'ai envie de dire. Donc Thierry Burlot, c'est un ancien PS, comme l'ensemble de En Marche en Bretagne, en fait, ce qui est une différence avec En Marche en France, qui est quand même bien à droite aujourd'hui, avec des références à Pétain et à Charles Maurras, de la part du président Macron. Donc il y a un grand écart, on a du mal à s'y retrouver. Loïc Chenet-Girard, il avait à choisir entre En Marche et le PS, il a choisi le PS, mais il a déclaré qu'il avait voté Macron à la présidentielle et pas PS. C'est vrai que c'est compliqué. C'est dur à comprendre pour finalement les lecteurs de base. Bon, nous, on n'est pas dans cette cuisine politicienne. On a monté notre liste. On se présente avec la liste Bretagne responsable. Vous savez, bon, on fréquente un peu les coulisses, forcément, même si nous, on n'est pas des professionnels de la politique, ce qui nous distingue d'ailleurs de toutes les autres listes. Mais on pense qu'il faut que les citoyens fassent de la politique, même quand le soir, en rentrant après le boulot ou le week-end. Voilà. S'intéresser à la chose politique. Oui, finalement. Tout à fait. Je pense qu'il faut le faire. On voit un peu les coulisses et moi, ce qui me frappe, c'est de voir que tous ces partis parisiens, finalement, que les petits et les grands, ils ont des stratégies
pour les régionales qui sont parasités par des considérations liées à une chose auquel ils sont tous en train de penser, qui s'appelle la présidentielle de 2022. J'en ai pas parlé, vous noterez. Bah oui, mais nous, on ne va rien faire pour la présidentielle, ça, on ne va pas présenter de candidat par définition. Donc nous, on a un objectif, ce sont les régionales, donc on a un programme, on a des objectifs, on les expose, on est très content de pouvoir le faire, et on pense que c'est ça vers ça qu'il faut que les électeurs aillent, et il faut faire attention à toutes ces manœuvres en fait. Il y a des choix, moi je vois bien, il y a des choix qui sont faits par même des personnes qui voudraient peut-être avoir des projets politiques plus se tourner vers les intérêts bretons, mais ils peuvent pas vraiment parce que sinon après ça va gêner la stratégie présidentielle de leur futur candidat l'année prochaine, etc. Donc tout cela est assez dommage. Bon voilà, nous on peut porter notre voix et faire avancer les intérêts des habitantes et des habitants de la Bretagne, c'est le principal. Alors, Mathieu Guillard, je vais vous poser la question que sans doute quelques confrères vous ont déjà posée. Finalement, le Parti breton et l'UDB, vous êtes cousins? Pourquoi pas être partis ensemble? Alors, je vais vous expliquer un petit peu le contexte de ce qui s'est passé factuellement. Donc, il y a eu le congrès du Parti breton l'année dernière, donc j'ai été élu président. On a une équipe renouvelée, jeune. Joannick Martin, c'est le Benjamin des têtes de liste, hein, il a 28 ans. Au micro déjà ici. Tout à fait. L'été, j'ai contacté l'ensemble des partis politiques bretons et des personnalités bretonnes pour dire, voilà, est-ce que vous voulez qu'on fasse quelque chose ensemble pour les régionales? On peut s'unir, au-delà de, voilà, on a beaucoup de points communs finalement. Et force est de constater qu'ils ont tous eu une stratégie différente, ils sont tous partis se mettre sur des listes de grands partis politiques parisiens. C'est leur choix. Nous, c'est pas notre stratégie. Nous, on pense que on a la capacité de monter une liste parce que ça coûte très cher. C'est un effort financier très important, même si on aura un budget probablement 20 fois inférieur à celui de Loïc Chenet-Girard, s'il a le même que Jean-Yves Le Drian en 2015. Mais en tout cas, c'est un gros effort militant aussi, mais on a la capacité de le faire. Donc on le fait. Les autres sont partis avec se greffer en fait sur des listes pour essayer d'avoir des places d'élus. Mon avis, c'est pas la bonne stratégie, mais après ils font ce qu'ils veulent. Hein. Voilà. Mais nous, on a une liste soutenue par le Parti breton, mais aussi avec des personnes extérieures au Parti breton. La porte est ouverte, hein, jusqu'au bout, elle le restera. Alors voilà, on le note. Hein, donc cette porte ouverte. Bon, il y aura un deuxième tour. Il y aura des alliances possibles sans dévoiler quoi que ce soit. Écoutez, des alliances, il y en aura qui se feront. Alors, ce que les commentateurs et prévoient, c'est qu'il y ait pas mal de listes qui soient qualifiées au deuxième tour. Il y a un certain éclatement, finalement, du paysage politique. Donc, ça permet des combinaisons très diverses. C'est difficile de savoir ce que vont faire les uns les autres. Nous, en tout cas, on a une chose qui est claire, c'est que si on fait une alliance, ce sera toujours en cohérence avec notre programme et ce qu'on défend, dans tous les domaines économiques, sociaux, culturels, environnementaux, etc., agricoles, logement, énergie, sécurité aussi, c'est important. On va en parler de la sécurité, si vous voulez. Mais en tout cas, ce sera toujours en respectant ces intérêts-là et en faisant des alliances qui soient des vraies alliances, en fait. Alors justement, la sécurité, vous y faisiez allusion. Aujourd'hui, c'est un enjeu. On le voit avec encore cette attaque terroriste près de Paris, dans les Yvelines. Est-ce que la Bretagne est touchée aussi par une forme de délinquance, par le trafic de drogue? Alors, on va tout de suite rassurer les auditeurs, hein, c'est pas un coupe-gorge la Bretagne, mais il y a ces problèmes-là. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut reprocher aux partis traditionnels, j'allais dire même s'ils sont nombreux pour le coup en Bretagne, de ne pas s'être emparés de cette question de la sécurité? Complètement, et nous on pense que c'est une erreur. Là, ce qui me frappe pendant cette campagne qui a débuté pour les régionales, c'est de voir que personne ne parle de sécurité, à part nous, et puis Gilles Penel du Rassemblement National, mais ça c'est classique. Mais le Rassemblement National, en fait, ne fait que protester, et dire voilà, c'est pas bien, etc. Il y a des invectives sur les réseaux sociaux. Je sais que Gilles Penel et son équipe passent beaucoup de temps sur les réseaux sociaux à écrire des points d'exclamation.
Bon, moi je pense que c'est une erreur, il faut en parler. Le constat, il est là, il y a une dégradation de la sécurité en Bretagne. Donc moi qui viens de Rennes, je peux vous en parler je peux vous donner beaucoup d'exemples. Mes enfants vont dans une école où il y a quelques semaines, il y a donc un trafiquant tchétchène qui s'est fait tuer, avec des guerres de gangs entre trafiquants. Les enfants de la classe ont été à plat ventre pendant 1 heure dans la salle de classe avec leur maîtresse pour pas prendre une balle perdue. Enfin, je veux dire, ça devient... C'est traumatisant finalement aussi pour les habitants, pour les enfants. Et on commence à avoir un phénomène de Rennais qui traîne, quoi. Donc en fait, c'est la même chose que ce qui se passait en région parisienne il y a 20 ans. On a juste 20 ans d'écart. Donc on sait ce qui va arriver si on continue comme ça. Et on voit qu'il y a quand même un certain tabou, même encore, qui reste. On le voit, Nathalie Appéré, c'est clair. Pourquoi est-ce qu'elle est en guerre avec la police? Moi, je ne comprends pas ça. Donc il faut en parler, il faut avoir des solutions qui soient des solutions raisonnables. Et arrêter d'éructer. Parce que ça, c'est juste de la démagogie. Alors nous, ce qu'on propose, c'est d'avoir un référent sécurité au niveau de la région. Il faut que la région s'empare de cette compétence. Et petit à petit, on pourra avoir une police bretonne qui sera une émanation de la région, comme ça existe déjà partout en Europe. On pense à la Catalogne, par exemple. La Catalogne, avec les squadros d'Esquerra, mais la police écossaise. Rappelez-vous l'affaire Dupont de Ligonnès, la police écossaise, et non pas anglaise, était en relation avec la police française. Ça existe partout, en fait. Et d'ailleurs, on en parle pour mettre en place une police régionale, dans une région qui est extrêmement autonome en France, comme quoi ça existe, et qui s'appelle l'Île-de-France. Voilà, comme quoi. Comme quoi. Voilà. Justement, ce climat, alors qui arrive en plus sur un climat anxiogène, hein, on pense à la crise sanitaire, on voit en Bretagne progresser le Rassemblement national. Est-ce que c'est source d'inquiétude? J'ai déjà posé la question à quelques-uns des candidats ici, à part à M. Penel, puisque lui-même voit sa formation politique progresser. Est-ce que c'est quelque chose qui vous inquiète? Il n'y a aucune raison que le Rassemblement national ne continue pas à progresser, vu que justement, on ne s'empare pas du thème de la sécurité ou même de l'immigration. Je veux dire, il ne faut pas qu'il y ait de sujet tabou, mais il faut en parler et avoir des solutions raisonnables. Alors écoutez, moi, le Rassemblement national, moi, je vais les terminer en une phrase. Ils n'ont pas de programme pour les régionales. Par contre, ils ont toujours leur programme présidentiel de Marine Le Pen de 2017, qui est toujours en ligne, hein, et qui vont probablement recycler pour 2022. Et ça s'appelle les 144 propositions présidentielles de Marine Le Pen. Et il n'y a pas besoin d'aller très loin, il suffit d'aller au numéro 6, et c'est marqué, on garde l'État et les départements, et on supprime les régions. Donc ils veulent supprimer la Bretagne de la carte. Donc que M. Penel se présente au régional, c'est une mascarade, et moi j'invite les électeurs à ne pas se laisser tromper par des marchands de rêve qui en réalité ne pensent qu'à une chose, c'est Marine Le Pen en 2022. La Bretagne, ils en ont rien à faire. D'ailleurs, quand elle est venue en Bretagne, elle a dit le peuple breton n'existe pas. Donc, si. Alors, on va balayer très rapidement votre programme au Parti breton. On a parlé de la langue, on a parlé de la réunification, on a parlé évidemment de la sécurité aussi, c'est important. Il y a aussi alors les territoires, et les territoires, c'est aussi l'aménagement des territoires. On pense aux mobilités, c'est un enjeu pour demain, et à l'économie. Comment préserver l'économie bretonne? Parce que finalement, on fait un petit peu exception. On arrive, malgré les grandes crises et ces moments difficiles, à préserver cette économie bretonne si importante. Alors effectivement, oui, alors avec la crise sanitaire, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à dire. On a notamment les commerçants, les hôtels, les restaurants, les cafés, les salles de spectacle qui sont très impactés. Donc nous, on pense que la région doit prendre en main, mettre en place des mesures concrètes avec un plan de déconfinement avec distanciation pour tous ces lieux, avec aussi un arrêt du couvre-feu, du coup, puisque pour les restaurants et les cafés. Il faut préparer la saison estivale aussi, ça s'anticipe. Et puis, il faut prendre en main la vaccination, parce que, bon, là, on est en retard par rapport aux autres pays européens. Il faut arrêter de comparer la France à l'Afrique du Sud et à l'Inde, et il faut être sérieux, il faut la comparer aux autres pays européens, c'est ça qui est intéressant. Après, il faut aussi dire que la Bretagne est un pays riche, en fait. Le PIB breton, c'est 120 milliards d'euros. On a un PIB par habitant qui est
légèrement plus élevé que celui de la Catalogne, qui est souvent présenté comme la grande région riche. Donc en fait, on a une économie qui est quand même solide et avec des entreprises qui sont des pépites. Il y a des entreprises à Saint-Brieuc là qui travaillent avec la NASA, etc. Donc on a aussi ça. On a des filières de très haute valeur ajoutée. Donc on est un géant économique en réalité. Ça, il faut que les Bretons en aient conscience. Le problème, c'est qu'on est un nain politique. Donc si on veut défendre les intérêts économiques et donc aussi sociaux des Bretons, il faut qu'on puisse avoir un pouvoir d'initiative économique et c'est ce qu'on a pu décliner, nous, dans notre programme. Alors, il nous reste une petite minute, nous dit Frédéric Guyon, notre réalisateur. Alors, c'est peu, mais vous reviendrez, la campagne n'est pas finie. Je parlais des infrastructures tout à l'heure. Il est important aussi de les développer, ces infrastructures. Oui. Oui, tout à fait. Alors, il y a donc des infrastructures qu'il faut développer tous azimuts. Alors, on a le rail, on a aussi toutes les infrastructures, le transport maritime, en fait. On a quand même une situation géographique exceptionnelle. On voit tous ces bateaux passer au large de la Bretagne pour aller au Havre ou aux Pays-Bas, par exemple. Dans le cadre du Brexit, notamment, on voit encore que les intérêts économiques de la Bretagne ne sont pas défendus. C'est vrai aussi pour la pêche, d'ailleurs. Je vois que même Jersey a un ministre de la pêche qui défend les intérêts des pêcheurs jerseyais. Donc, bon, ce serait bien qu'on ait ça aussi. Mais bien sûr, oui, il faut avoir... De toute façon, il faut qu'on ait une compétence en matière de mobilité, de transport. Il y a beaucoup d'innovations en ce moment qui vont faire qu'on va avoir un développement des transports très important, notamment dans l'accès aux grandes villes, avec des modes de déplacement alternatifs. Là, je discutais hier avec un chef d'entreprise du Parti breton qui va développer le transport en fait, de marchandises dans les grandes villes avec des véhicules à hydrogène non polluants, plutôt que de faire venir des camions dans les grandes villes. Donc il y a plein de choses innovantes comme ça. Et voilà, tout ça, ça va se développer. Alors on va devoir en rester là parce que le temps tourne, mais vous reviendrez, on parlera d'écologie. On ne l'a pas abordé, mais c'est aussi un point important. Et d'agriculture et d'agroalimentaire. Bien sûr, voilà. Je vous remercie en tout cas, Mathieu Guillard, d'être venu jusqu'à nous. Vous êtes tête de liste du Parti breton en Ille-et-Vilaine. Vous êtes aussi président de ce Parti breton. Vous êtes tête de liste de Bretagne Responsable. Bretagne Responsable, voilà, j'allais donner le nom de la liste, c'est important. Merci d'être venu jusqu'à nous dans les studios de la matinale ce matin, et puis je vous souhaite une très belle journée. Merci vous aussi. Bretagne 5 matin, Stéphane Hamon.